Et c'est exactement ce positionnement-là qu'a Flexam, combler ce vide-là. Et c'est un positionnement très agréable parce que la demande est très importante de financement de ces entreprises et en revanche, l'offre, c'est-à-dire les prêteurs, sont moins nombreux et c'est là où on est et c'est là où on tire un avantage évidemment pour notre fonds et in fine évidemment pour nos investisseurs. Avant de rejoindre Sapiens, je n'avais jamais eu l'occasion d'accéder à ce qu'il se passe derrière un fonds d'investissement, au-delà de la façade des chiffres, de la performance. Et pourtant, en rencontrant des dizaines de fonds, j'ai réalisé que derrière chaque ligne investie, il y avait des histoires passionnantes, avec leur lot de difficultés et de succès, et surtout des équipes engagées autour des projets qu'elles financent. Bonjour, je suis Aurore Perrin, et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre les investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions, et leurs investissements, qui sont un moyen de créer un monde qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Olivier Fitoussi, directeur des relations investisseurs du fonds d'investissement Flexam, qui appartient au groupe Cartesia. Bonjour Olivier. Bonjour Aurore. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Pour commencer Olivier, je vais tout simplement te demander de te présenter. Je te laisse la parole. Écoute, effectivement, je m'appelle Olivier Fitoussi, j'ai 45 ans. Je suis le directeur des relations investisseurs, donc en fait c'est le directeur commercial de Flexam. Et on appartient effectivement à un grand groupe qui s'appelle Cartesia, qui est une société de gestion de dette privée. On reviendra un petit peu sur ça plus tard. Alors, la finance a toujours été une passion. J'adore expliquer ce que je fais. Et c'est un plaisir de pouvoir t'expliquer exactement ce que je fais aujourd'hui. J'ai d'autres passions dans la vie. J'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup les bons restaurants. Je suis un bon vivant. Et j'ai une passion, c'est la plongée sous-marine notamment. Voilà. Ah, et tu voyages un peu pour plonger du coup ? Exactement, beaucoup en Asie. Ça m'est arrivé sur les 10 dernières années. Et aussi en Méditerranée. J'adore la Méditerranée, j'aime beaucoup cette région-là. Donc tu as passé tes diplômes pour plonger, c'est ça ? Exactement, okay. Tu connais tout. Pas tout, mais un petit peu. Top. Tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que Flexam, justement ? Alors Flexam, c'est un fonds d'investissement, comme tu l'as dit. C'est un fonds d'investissement en dette privée. Alors la dette privée, c'est très simple, c'est quand on prête de l'argent. Pourquoi privé ? Parce qu'en fait, on prête de l'argent à des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, qui ne sont pas sur les marchés cotés. Et donc elles sont détenues par des entrepreneurs, par des familles en fait. Donc ça, c'est l'objectif d'un fonds d'investissement en dette privée. On gère de l'argent qu'on nous confie, et puis on nous le confie pour une certaine période, et on le rend au fur et à mesure, avec évidemment des plus-values. En général, c'est combien de temps à peu près la période ? Alors la période des fonds d'investissement que nous gérons, c'est 8 ans. Mais quand tu rentres en cours de route d'un fonds, eh bien évidemment, ça peut être 5 ans et demi, 6 ans, 7 ans, ça dépend quand tu rentres. Mais en règle générale, les fonds que nous gérons chez Flexam, c'est effectivement c'est 8 ans. Et pour revenir à ce qu'on fait et comment on le fait, en fait, on va être dans le secteur des entreprises moyennes européennes qui gèrent entre 30 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont sur différents secteurs. Et ces secteurs, en fait, ça va regrouper plusieurs tendances que je vais t'expliquer. Ces tendances, notamment, c'est ce qu'on appelle le développement ou l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Et ça regroupe le transport et la logistique. Et ces entreprises, par exemple, elles ont besoin d'acheter concrètement des bateaux, des robots, des wagons, parfois des petits avions, etc. Donc c'est ça qu'on finance pour elles. Le deuxième thème qu'on fait chez Flexam, et qui est très important, c'est tout ce qu'on appelle le développement régional. Alors ça, c'est quoi ? Ça représente, par exemple, le développement de la fibre en région, mais ça peut aussi représenter le rail, pour aller évidemment en région partout en Europe. Et enfin, le troisième thème, c'est ce qu'on appelle les services essentiels. Les services essentiels à l'économie. Et ça regroupe beaucoup de choses. L'énergie, mais aussi la santé, les secours en mer, ou évidemment les hélicoptères pour le SAMU par exemple. Donc ce sont des exemples de ce qu'on finance et tu peux voir déjà que ce sont à chaque fois des actifs mobiles
que nous finançons pour ces entreprises. Et ça peut être aussi bien des acteurs du privé que du public, du coup, qui font appel à la dette privée ? Alors, c'est une bonne question. En fait, ce sont à chaque fois des sociétés dites privées, donc des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, on est d'accord, mais elles peuvent avoir en bout de chaîne, effectivement, des acteurs publics. Un exemple concret, ce sont les hélicoptères du SAMU que nous finançons. Concrètement, très simplement, en fait, tu as des opérateurs qui sont spécialisés dans le pilotage d'hélicoptères. Ces hélicoptères sont effectivement très spécifiques, ils sont équipés pour le SAMU, mais le SAMU n'a pas vocation à avoir des hélicoptères et des pilotes d'hélicoptères. Le SAMU a vocation à avoir des médecins, des hôpitaux. Donc ce qui est très intéressant, c'est nous en tout cas, de financer ces opérateurs qui sont en contact, eux, avec des entités publiques ou parapubliques. Mais en règle générale, on a plutôt une chaîne privée, c'est-à-dire des entités qui sont plutôt dans le domaine privé, industriel, et en bout de chaîne, on a plutôt des entreprises privées, oui. Ok, très clair. Et donc, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à faire ça, ou peut-être que si ? Avant de répondre effectivement à ta question, j'aimerais revenir juste sur un point essentiel qu'on peut se poser, c'est quand une entreprise a besoin d'argent frais, comment elle fait en fait ? Il y a 3 cas qui peuvent se présenter. Le premier cas, c'est une entreprise qui, par son activité, s'autosuffit. Elle n'a pas besoin d'argent frais parce que son activité lui permet d'avoir suffisamment d'argent pour se développer, pour acheter des actifs, pour employer, pour croître. Ça, c'est le premier cas. Évidemment, ça ne va pas nous intéresser. Le deuxième cas, c'est quand une entreprise décide d'ouvrir son capital pour lever de l'argent et pour avoir cet argent frais. Ce faisant, elle perd une partie, évidemment, de la propriété de l'entreprise. Et donc, les fondateurs perdent une partie de leur indépendance. C'est ce qu'on appelle le private equity, le fait d'investir dans le capital des entreprises. La troisième possibilité, tu la connais en fait, c'est comme un particulier, une entreprise, quand elle a besoin d'argent, elle va voir son banquier. Dans notre cas, au lieu d'aller voir un banquier, eh bien, ces entreprises vont venir nous voir, venir voir des fonds d'investissement. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi elles ne vont pas voir des banquiers ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre secteur, pour ces entreprises qui ont un besoin de financement très important, certaines transactions sont très importantes. Et donc, pour ces transactions-là, il y a beaucoup de banques d'affaires, généralement, qui sont là et qui sont très présentes et qui font très bien leur travail. Et on va parler de transactions de 100, 200, 300 millions d'euros pour acheter, par exemple, des avions de ligne et financer ces avions de ligne. Et donc, ces banques-là, ces banques d'affaires, elles sont là, elles sont présentes et il y a plutôt beaucoup de concurrence. De l'autre côté du spectre, quand les entreprises souhaitent financer, par exemple, des actifs très standards du type des imprimantes ou des flottes de voitures, eh bien, elles vont s'adresser à des banques très spécialisées de leasing et elles vont le faire, là aussi, de manière assez rapide. Là encore, les besoins sont atteints et sont remplis. Mais entre ces deux extrêmes-là, en fait, il y a partie des transactions qui sont entre 10 millions et 50 millions d'euros, justement pour acheter ces bateaux, ces robots, ces wagons, etc., etc. Et là, on observe qu'il y a beaucoup moins de banques, parce qu'elles sont moins spécialisées, parce que les secteurs sont un peu plus pointus, et parce que, simplement, elles ne sont pas dans ce créneau-là. Et c'est exactement ce positionnement-là qu'a Flexam, combler ce vide-là, et c'est un positionnement très agréable, parce que la demande est très importante de financement de ces entreprises et en revanche, l'offre, c'est-à-dire les prêteurs, sont moins nombreux et c'est là où on est et c'est là où on tire un avantage évidemment pour notre fonds et in fine évidemment pour nos investisseurs. Et je le disais en introduction, vous faites partie du groupe Cartesia qui est aussi un groupe de dette privée. J'imagine qu'en tant que Flexam, vous avez une identité spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer alors, grosso modo, qu'est-ce que Cartesia sans rentrer trop dans le détail et surtout qu'est-ce que Flexam par rapport à Cartesia ? Bien sûr. Cartesia, c'est une société de gestion de dette privée donc, qui a plusieurs stratégies et dont l'objectif est effectivement de prêter à des sociétés en Europe qui ont exactement la même taille que celle que nous avons en face de nous, c'est-à-dire ce qu'on appelle des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui ont encore une fois entre 50 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ils ont un panel beaucoup plus large de secteurs déjà et prêtent à un panel beaucoup plus grand d'entreprises. Ils le font toujours de manière assez classique comme un banquier avec une très grosse analyse crédit, une très grosse analyse évidemment de l'entreprise. Nous aussi on va le faire, mais comme nous on le fait d'une manière très spécifique, et je vais t'expliquer pourquoi c'est complémentaire de ce qu'ils font, et c'est la raison pour laquelle ils nous ont intégrés à leur groupe. En fait, nous, chez Flexam, on va aussi prêter de l'argent, mais on va le faire d'une manière très particulière. Quand un opérateur, une entreprise, a un besoin précis, avéré, concret, il veut acheter un actif, eh bien, ils viennent vers nous, ils nous disent, voilà, Flexam, on a besoin d'acheter ces 10 bateaux ou ces 100 wagons. Est-ce que, comme on n'a pas l'argent pour le faire, est-ce que vous pouvez le faire à notre place ? Et donc, nous, Flexam, on va acheter et prendre possession de ces actifs, puis on va les louer à cette même entreprise pendant 5, 6 ans, 7 ans, la durée du contrat. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à la fin du contrat, il y a une obligation de cette entreprise de nous racheter les biens qu'on lui a loués. Donc c'est une option d'achat obligatoire. Exactement. C'est même plus une option, c'est une obligation d'achat. Du coup, Mais tu l'as tout à fait compris, et nos auditeurs peuvent le comprendre. Du début jusqu'à la fin de la transaction, tous les flux sont en fait connus dès le début. On achète à un prix donné, on loue, et donc on connaît les loyers qu'on va recevoir, et ensuite on va se faire racheter par l'opérateur à un prix donné et à une date fixée. Encore une fois, c'est cette prévisibilité, cette transparence dans tous les flux qui fait que on connaît en fait dès le début d'une transaction exactement ce qui va se passer, modulo évidemment le fait que cette entreprise nous paye bien trimestriellement et qu'elle nous rachète bien les actifs qu'elle nous a loués. Et ce mode de fonctionnement, du coup, qui est plutôt sur un format avec une obligation d'achat, est-ce que ça a un impact sur le taux que vous pratiquez par rapport à un acteur de dette privée qui n'aurait pas forcément cette obligation d'achat, in fine ? Il y a plusieurs manières de te répondre. La première, c'est que ces entreprises qui nous font face, rappelle-toi, elles n'ont pas autant de banques que dans d'autres domaines. Et donc déjà, elles ont un peu moins de choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que globalement, ces entreprises, elles vont rechercher de la rapidité. Elles vont rechercher des partenaires qui vont comprendre quels sont leurs besoins, qui vont comprendre leur business. Et donc, c'est important de savoir que beaucoup d'entreprises sont prêtes à payer un tout petit peu plus cher en taux pour avoir un partenaire, pour avoir aussi de la rapidité d'exécution entre le moment où elles ont besoin d'argent et puis le moment où effectivement elles vont avoir ces fameux actifs à louer. Okay. Et donc oui, Flexam a des taux qui sont plus élevés. Alors à la date où on parle, donc on est en février 2024, les taux moyens contractés par nos opérateurs sont de l'ordre de 11 à 12%. Okay. Ce qui est à peu près 3-4% plus cher, voire 5% plus cher que des banques assez classiques. Mais encore une fois, ces banques-là, souvent, ne seront pas là parce que les actifs financés sont hors de leur spectre habituel de financement. Ok, très clair. On reviendra sur le sujet des taux, justement, juste après, mais je voulais savoir, par rapport à votre thèse d'investissement, en quoi est-ce qu'elle est unique ? On en a parlé déjà. Est-ce que tu avais d'autres points saillants sur lesquels tu voulais revenir ? Non, je voulais juste préciser que donc, on est sur un créneau que peu ont, ça c'est vrai. On finance d'une manière très spécifique où, comme je l'ai dit, tous les flux sont connus à l'avance. Là où c'est intéressant, je trouve, et on reviendra sur la partie environnement macro, c'est que les 2/3 des taux que nous contractualisons avec les opérateurs dont j'ai parlé, les 2/3 de ces taux sont à taux fixe. C'est-à-dire qu'on va fixer une bonne fois pour toutes, ils ne bougeront plus ces taux pendant 5 ans. Ok, très intéressant, effectivement. Ouais. Et ça a un avantage. Ça a un avantage parce que, effectivement, dans le contexte actuel, comme tu le sais, depuis 2 ans, les taux ont augmenté. Oui. Les taux ont augmenté, pourquoi ? Parce que les banquiers centraux dans le monde se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'est l'inflation. Et pour lutter contre l'inflation, il faut généralement augmenter les taux. Ce faisant, encore une fois, l'idée de Flexam, c'est que comme on a beaucoup de taux fixes,
eh bien, en fait, on va ce qu'on appelle cristalliser. On va bloquer ces taux-là. Et comme ils sont relativement élevés, eh bien, c'est assez plaisant quand on est investisseur chez Flexam. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va se dire, au moins, j'ai une garantie que les taux sur lesquels je suis assis eh bien, sont assez élevés. Moi, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas te dire si les taux vont plutôt baisser ou plutôt augmenter, mais il est assez sûr qu'on atteint un certain plafond et qu'il est plus probable que les taux se stabilisent, voire baissent au cours des prochaines années. Et donc, cristalliser ces taux-là, c'est plutôt assez avantageux. Oui, bien sûr, je comprends bien, parce que vous négociez au bon moment pour 5 ans. Ça fait penser à une question. Est-ce que le fait d'avoir des taux fixes par rapport à d'autres acteurs qui ont des taux variables fait que ça rendrait le sourcing, par exemple, d'entreprises à investir plus difficile aujourd'hui parce que les entreprises sont conscientes qu'elles pourraient avoir des taux bloqués pour 5 ans alors qu'elles auraient intérêt à les trouver ailleurs? Ou de toute façon, la demande en fait, sur ce marché de financement est telle que vous, ce n'est pas du tout un sujet de sourcer? Il faut savoir que quand des entreprises viennent nous voir, ces fameux opérateurs, en règle générale, elles aiment bien la prévisibilité. Et donc, elles préfèrent effectivement fixer les taux. Nous, de notre côté, Flexam, on aime aussi la prévisibilité. Et comme je l'ai décrit tout à l'heure, tous les flux, finalement, de nos opérations, de nos transactions, sont prévus à l'avance. Et donc, on se rend compte que nos opérateurs et nous-mêmes, on a les mêmes intérêts que d'avoir des flux assez contractualisés et des taux plutôt fixés. Après, on a des exemples aussi où les entreprises qui viennent nous voir préfèrent des taux variables et prennent le risque que ces taux augmentent ou que ces taux baissent. Chez nous, chez Flexam, on se protège contre ça, contre d'éventuelles baisses de taux, en fixant finalement un minimum sur lequel le taux est inscrit. Et donc, tous nos taux, finalement, ont un minimum, même quand ils sont variables. D'accord, ah oui, vous avez cette option-là. Et donc, dans le cas qu'on a connu précédemment, où les taux étaient très bas il y a encore quelques années, là, j'imagine que vous aviez négocié des taux qui étaient peut-être plus bas auprès des acteurs que vous avez accompagnés. Et là, vous avez pris le risque, en fait, d'accompagner ces acteurs sur 5 ans, quand bien même il y a une hausse des taux qui a suivi. Alors, quand les taux étaient effectivement très bas, nous, on était toujours beaucoup plus haut. Et le millésime 2018, le fonds 2018 qu'on a lancé, il faut s'imaginer qu'à cette époque-là, les taux étaient à zéro, voire négatifs. Ça ne nous a pas empêché quand même d'avoir des taux contractualisés de l'ordre de 8, 9, 10%, même à l'époque. Encore une fois, c'est juste une question d'offre et de demande. C'est ça. Si tu as peu de banquiers qui prêtent et qu'il n'y a que des fonds d'investissement sur la place, les entreprises n'ont pas vraiment le choix. Encore une fois, notre but, ce n'est pas de les asphyxier, c'est d'être des partenaires. Mais en règle générale, c'était le cas, 8, 9, 10% pour le fonds millésime 2018 et le fonds 2021. Encore une fois, on est sur du 11, 11,5% contractualisé. Oui, donc effectivement, ça vous permet vraiment de gérer votre risque de cette manière-là. Et effectivement, vous avez eu la chance d'avoir fait ça, ou en tout cas, vous avez été bien prévoyant, parce que ça aurait été plus compliqué autrement. Ok, super intéressant. Si on fait le lien avec le contexte, on en a parlé un petit peu, j'imagine que ça rend, notamment pour des investisseurs, Flexam particulièrement pertinent en ce moment. Alors oui, il y a toujours une pertinence à la stratégie Flexam pour plusieurs raisons. D'abord, on l'a vu, structurellement, il y a un déséquilibre entre cette offre et cette demande. Conjoncturellement, on l'a vu aussi, il y a cette fameuse augmentation des taux, et c'est très agréable de pouvoir profiter de ces taux tant qu'ils sont assez élevés. Et enfin, je dirais que le profil d'investissement que nous avons fait qu'on distribue très régulièrement les loyers que nous recevons. Et donc, quand tu es investisseur chez nous, eh bien, tu vas recevoir trimestriellement les loyers qu'on perçoit. Et ça, c'est assez agréable parce que, comme tu le sais, depuis maintenant 2 ans, les fonds de private equity ont tendance à ne pas distribuer parce qu'ils n'arrivent pas à vendre rapidement les participations qu'ils ont. Et donc, avoir en face un fonds qui, au contraire, distribue rapidement, régulièrement et de manière très transparente, c'est très complémentaire. Et c'est la raison pour laquelle on a des investisseurs qui, historiquement, sont des particuliers, professionnels, éligibles, qualifiés,
des familles qui veulent effectivement avoir un revenu différent, complémentaire des actifs financiers cotés, du private equity, de l'immobilier, et pourtant très tangible. Et de plus en plus, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé chez Flexam depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est qu'on a des investisseurs dits institutionnels, de type caisse de retraite par exemple, ou bien fonds propres d'assurance, ou fonds propres de banque, ou fondations, ce genre d'investisseurs institutionnels qui voient en nous un fonds d'investissement extrêmement régulier, extrêmement stable, prévisible, et les assureurs, les institutionnels aiment beaucoup cette prévisibilité et cette stabilité à risque maîtrisé. Et eux aussi, ils ont des enjeux de distribution ou ils les traitent différemment ? Complètement. Les institutionnels dont je parle, les assureurs, les mutuelles, les caisses de retraite, elles doivent concrètement et très régulièrement distribuer à leurs assurés, à leurs retraités. Derrière, il y a toujours des particuliers. Et elles trouvent aussi un avantage, alors ça c'est un tout petit peu plus technique, c'est que comme on a un profil très obligataire, de distribution très régulière, elles ont un avantage à investir chez nous, c'est que quand elles investissent chez nous, leur consommation en fonds propres est très faible en fait. Elles doivent mettre en face de leur investissement chez Flexam assez peu de fonds propres. Alors que si elles investissent sur des actifs beaucoup plus risqués, comme des actions par exemple ou du private equity, elles doivent mettre beaucoup en face pour des raisons de risque. Ouais, du coup, tu dis que c'est un actif qui est relativement peu risqué. C'est quelque chose qui se traduit dans votre risque SRI ou pas ? Alors attention, on est quand même dans un fonds professionnel, donc il y a quand même un risque. Le SRI donc, est de 6 sur 7. Ce fonds Flexam se destine donc à des investisseurs professionnels. Pourquoi un risque de 6 sur 7 ? Parce qu'on est sur un fonds dit d'actifs non cotés. Donc il y a une illiquidité en fait, on ne peut pas sortir quand on veut. Quand on s'engage dans un fonds comme le nôtre, on s'engage au minimum effectivement pour la durée restante du fonds, donc en l'occurrence ici 5 ans et demi, mais si on était au début du fonds, ce serait 8 ans. Donc risque quand même conséquent, mais la manière dont on le fait, avec justement ces actifs qu'on a en possession, avec justement notre analyse crédit très, très poussée, et cette régularité dans les distributions fait que effectivement, on va contrebalancer ce risque d'illiquidité. Et d'ailleurs, tu parles du fait que c'est plutôt accessible à des investisseurs professionnels. Il y a un minimum qui est oui. de 250 000, c'est ça ? Alors, 250 000, ça c'est le minimum que nous, petite société de gestion de 11 personnes, on s'autorise à donner à nos investisseurs, à nos clients. Après, légalement, pour les fonds professionnels, le minimum est de 100 000 euros en France. Ok, très clair. Très, très intéressant. On a pas mal parlé de ce que vous faites en général. Je serais curieuse que tu me racontes l'histoire de votre meilleure transaction. Alors c'est une histoire que tu vas adorer, je pense. Donc on existe depuis 12 ans, Flexam. En 2019, fin 2019, début 2020, une entreprise scandinave est venue nous voir. On est allé aussi la chercher, hein, évidemment. Et cette entreprise scandinave fait quelque chose de très spécifique. C'est une entreprise qui a des bateaux, et donc des pilotes de bateaux aussi. Ces bateaux vont en mer du Nord sur ce qu'on appelle les champs éoliens, donc des éoliennes en mer. Et tu peux l'imaginer, la mer du Nord, c'est une mer souvent démontée, et il faut des bateaux très spécifiques. Cette entreprise, quand elle est venue nous voir, elle était 4e en Europe, et elle avait ciblé un de ses concurrents, donc qui était la 5e entreprise. Et elle a voulu racheter cette entreprise pour devenir le leader du secteur en Europe. Mais elle nous a dit, Flexam, j'ai pas l'argent pour acheter tous les bateaux de cette entreprise, il y en a une 30aine. Est-ce que vous pouvez nous aider à acheter les bateaux pendant que nous, on va employer les employés de cette cible ? Et donc, ils ont fait exactement ça. Ils ont employé les pilotes de cette cible. Et nous, Flexam, on a acheté les bateaux de la cible, une 30aine, donc c'est une opération de 25 millions d'euros quand même, et on les a loués à cette entreprise scandinave pendant 5 ans. Et ensuite, cette entreprise scandinave nous les a rachetés. Ça, c'est notre modèle classique. Et ça a permis effectivement à cette entreprise scandinave de devenir le leader du secteur en absorbant effectivement cette entreprise. Là où c'est intéressant,
c'est qu'on a évidemment toujours gardé le lien avec cette entreprise scandinave, cet opérateur scandinave. Et ils sont revenus quelques années plus tard pour d'autres opérations. Et c'est ce qu'on appelle chez nous du repeat business, puisqu'on a tissé des liens très forts avec ces entreprises et qu'elles reviennent nous voir pour d'autres projets. Et cet autre projet, ça a été de rénover en fait des bateaux, ces fameux bateaux qui vont sur les champs éoliens, avec des moteurs, cette fois-ci hybrides, donc plus 100% fuel, mais électrique et fuel. Et donc, tu vois que cette opération-là, elle est assez représentative de ce qu'on fait. On accompagne des entreprises dans leur croissance, à la fois pour les aider à absorber d'autres entreprises, à croître de manière organique ou éventuellement à avoir des projets de rénovation et donc d'être plus propre pour la transition énergétique. Ok, très clair. Et quand vous accompagnez une entreprise comme celle-ci, vous achetez du coup par exemple les bateaux au début et tout au long de la vie de votre contrat, vous êtes en contact avec cette entreprise. Vous avez, je ne sais pas s'il y a des réparations à faire sur les bateaux, c'est vous qui les prenez à votre charge. C'est une très bonne question. En fait, il y a deux choses qu'il faut préciser. C'est qu'on est Flexam, nous, propriétaires, et donc on loue à cette entreprise. Mais c'est l'entreprise, in fine, qui a la charge de deux choses. La maintenance, et donc c'est eux qui s'occupent de toute la maintenance, et l'assurance. Et c'est eux qui assurent les bateaux, les robots, les wagons, etc. Le bénéficiaire de cette assurance, c'est évidemment Flexam, puisqu'on est propriétaire des actifs. Mais on peut comprendre que, vu notre business model, et vu qu'à la fin, ces opérateurs, ces entreprises doivent racheter les actifs, eh bien, elles s'occupent très bien de ces actifs, puisqu'in fine, encore une fois, elles en auront la possession au bout de 5 ou 6 ans ou 7 ans. Oui, évidemment. Ok. Et alors toi, sur cette opération, tu étais déjà chez Flexam ? Non, pas encore ? Pas encore. Moi, je suis venu, donc j'ai intégré Flexam il y a un peu plus d'1 an. D'accord, ok. Donc je n'étais pas présent, mais c'est une des transactions qui m'a le plus plu, en tout cas, dans son déroulé, dans son utilité, et dans le fait qu'à la fin, évidemment, cette entreprise scandinave est revenue nous voir. Et on aime bien accompagner comme ça des entreprises qui sont en croissance et ou qui ont un certain niveau d'innovation dans différents domaines. Très récemment, on a financé des wagons pour une entreprise allemande, des wagons qui sont très très spéciaux, ce qu'on appelle de l'intermodal. Tu vas te comprendre exactement ce que c'est. C'est quand on pose en fait sur des wagons des semi-remorques et ça évite tout simplement à 40 camions d'être sur la route, et au lieu d'avoir 40 camions, tu as tout simplement un train avec 40 wagons et leurs remorques. Et donc on a financé ces wagons très très spéciaux qui permettent en un temps record, moins de 20 minutes, de passer de 40 camions à un train de 40 wagons. C'est incroyable. Et ça évite évidemment, tu peux t'imaginer très facilement, ça évite de la pollution, ça évite de l'encombrement dans les routes, et ça coûte évidemment moins cher en termes d'essence et de diesel. Et ça va plus vite en plus, non ? C'est à peu près équivalent. Okay. C'est à peu près équivalent, mais c'est surtout en termes de pollution, de coûts et d'encombrement sur les routes que c'est très avantageux. Ouais. Et dans le cas où vous avez une société, pour une raison ou pour une autre, elle est vraiment dans l'incapacité de racheter des actifs qu'elle avait l'obligation de racheter. Qu'est-ce qui se passe Alors, il y a plusieurs options. C'est effectivement quelque chose qui peut arriver. Ça nous est arrivé très, 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 très rarement. Mais déjà, la première chose, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a des actifs mobiles, c'est assez évident, c'est qu'on peut les récupérer. Si on n'avait pas des actifs mobiles, donc des chaînes de production, de l'immobilier, eh bien, on ne pourrait pas récupérer aussi facilement. Donc déjà, le fait d'être en possession d'actifs mobiles, c'est plus facile, on peut les récupérer. Et la première chose qu'on peut faire, c'est quand on les récupère, on peut aller les louer ailleurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des actifs assez standards. On parle d'hélicoptères standards, on parle de bateaux standards, on parle de wagons standards. On peut aller donc les louer ailleurs. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que comme ils sont standards, leur marché secondaire, le marché de l'occasion, si tu veux, est très actif. Et donc là aussi, on peut vendre assez facilement, relativement rapidement aussi, ces actifs. D'accord, ouais, donc vous vraiment trouver l'équilibre entre le spécifique pour répondre à un besoin et en même temps relativement standard pour que ce soit
au cas où, au pire, Exactement. possible de le revendre. Okay. On est dans un créneau de 10-50 millions de transactions très spécifiques dans des secteurs qu'on a choisis, évidemment, qui ont de forts besoins, mais en même temps, on doit s'attacher à des actifs qui sont effectivement standards, avec un marché secondaire très intense finalement. Donc ça vous arrive, j'imagine, assez régulièrement de refuser des dossiers parce que c'est des actifs qui ne sont pas assez standards, par exemple ? Complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans, les dossiers qui nous arrivaient sur la table ou qu'on allait chercher, c'était à peu près 2,5 milliards d'opportunités. En 2023, l'année dernière, on a reçu, ou on est allé chercher, plus de 8 milliards d'opportunités. Okay. Donc on a fait un bond de quasiment 3 fois et demi en l'espace de 5 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que des opportunités, on en a beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'on en accepte beaucoup. Notre taux de sélectivité, il est de l'ordre de 3%. Ok. Mais on a effectivement beaucoup de choix. Et ça, quand on est investisseur chez Flexam, c'est aussi un gage de sécurité, en tout cas, de sélectivité des dossiers et donc de qualité et de rigueur dans l'analyse. Toi, tu disais que tu es arrivé il y a à peu près 1 an. C'était quoi ton objectif perso en rejoignant Flexam ? Comment est-ce que tu te projetais ? Alors, c'est une bonne question. Moi, j'aime beaucoup les petites sociétés de gestion, ou en tout cas les sociétés de gestion, on va dire, à taille humaine. Flexam, comme je te l'ai dit, on est 11 personnes, mais c'est une société de gestion qui croît très vite. Cartesia, ils sont un peu plus de 85, mais là aussi, c'est encore à taille humaine. Et donc, quand j'ai rejoint Flexam, je me suis assez vite projeté parce que, tout simplement, l'ambiance est assez familiale, humaine. Je m'entends très bien, évidemment, avec les associés. Et c'est une société de gestion assez jeune et dynamique. C'est aussi une société de gestion qui a beaucoup d'ambition. Le fonds 2018 faisait un peu moins de 100 millions d'euros. Le fonds 2021 qu'on est en train de lever fera 250 millions. Et le fonds suivant, 500 millions. Donc l'idée là-dedans, et mon ambition, c'est d'accompagner évidemment cette croissance-là, toujours de transmettre mon savoir, de faire grandir mon équipe, évidemment, et in fine, de s'amuser, parce que il faut toujours s'amuser quand on travaille avec des gens qu'on apprécie et qui nous apprécient. Je suis bien d'accord. Olivier, j'ai une dernière question à te poser. Attention, c'est principalement pour nos auditeurs, mais j'aimerais bien que tu puisses me donner, selon toi, les 3 critères à analyser pour identifier si le fonds qu'on regarde est un bon fonds. Alors, c'est une question, Aurore, qu'on me pose tout le temps. Ah bah parfait. Et c'est une question qu'on me pose tout le temps, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne connaissent peu ou pas la finance, ou bien la famille, un entourage qui me pose toujours cette question. La réalité, c'est qu'il faut juste faire un pas en arrière et répondre à une question, ou plutôt 2, avant. La première question qu'il faut se poser avant, c'est combien je peux perdre ? Je n'ai pas dit combien tu veux gagner, j'ai dit combien tu peux perdre. C'est important de se poser cette question. Est-ce que c'est 0%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 30% ou 50%? En fonction de ça, ça va, intuitivement, tu peux le penser, ça va te donner une indication sur ton niveau de risque que tu peux prendre. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est tout aussi importante, c'est combien de temps tu as devant toi. Si tu as 2 ans, c'est pas pareil que si tu as 5 ans, c'est pas pareil que si tu as 8 ans, ou c'est pas pareil que si c'est pour ta retraite. En l'occurrence, dans nos fonds, Flexam, c'est un minimum de 8 ans. Bon, alors si tu rentres en cours de vie, c'est 5-6 ans. Mais déjà, certains investissements te seront interdits si 1, le niveau de risque est trop élevé, ou si 2, tu n'as pas assez de temps pour investir. Maintenant, je vais répondre à ta question. Et en fonction effectivement de ces 2 niveaux-là, de tes 2 réponses, eh bien, tu pourras ou non investir dans des fonds d'investissement. Mais une fois que tu sais bien quelle classe d'actifs tu veux investir, eh bien, à partir de là, je pense qu'il faut regarder 3 choses. La première, il faut faire des recherches sur l'équipe d'investissement. Son expérience, ses études, son track record, c'est-à-dire ses performances sur le long terme. Tu trouves où ces informations C'est très difficile. Bah oui. C'est très difficile. Et il faut fureter sur leur site internet, il faut fureter sur LinkedIn pour trouver évidemment les carrières des analystes, des gérants, des associés de ces fonds d'investissement. L'équipe, encore une fois, on est dans un monde, le monde de l'investissement, qui est essentiellement de la matière grise. Et donc, c'est important
de bien comprendre qui compose finalement ces fonds d'investissement. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, je dirais que c'est la régularité des performances. Là aussi, il faut pouvoir essayer de faire des recherches pour savoir si, au cours des années précédentes, eh bien, la société de gestion a régulièrement produit des résultats satisfaisants en fonction de l'environnement. C'est à mon avis un point essentiel. Le fait de produire très régulièrement des résultats est une mesure de qualité pour un fonds d'investissement. Et enfin, je dirais que le dernier point, ce serait le positionnement. Le positionnement très complémentaire ou très unique du fonds. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, il faut pouvoir constituer un portefeuille où on a différentes stratégies qui ne réagissent pas de la même manière en fonction de l'environnement. Et donc, c'est très important d'avoir différents fonds dans différentes classes d'actifs avec différentes stratégies. Alors, il ne faut pas non plus multiplier ça parce que c'est impossible à suivre sinon, mais en tout cas, il faut diversifier. C'est un des principes de la gestion de portefeuille et de la finance. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Aurore. Et à bientôt. Voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.